Bonsoir à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Ça devait arriver, en cette année olympique, hein, toutes les institutions muséales, archivistiques, culturelles au sens large, répondent à une injonction qui vient du haut sur parler de la culture sportive en France. Et il est naturel que le musée du protestantisme et de la laïcité est demandé à ce qu'un historien parle de l'histoire du basketball, parce que pour répondre à la question qui est posée dans le titre de la conférence, le basketball, un sport protestant, point d'interrogation, la réponse est oui. Donc, alors une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. C'est-à-dire que sur le fond, tous les sports sont protestants. Enfin même d'une certaine forme de protestantisme, puisque qu'est-ce que c'est que le sport? Le sport, c'est cette activité physique, codifiée, réglementée, institutionnalisée, qui est apparue dans les public schools, c'est-à-dire les écoles publiques qui sont, contrairement à ce que leur nom indique, des écoles privées réservées à l'élite de la société britannique au cours du 19e siècle. Donc d'une certaine manière, le sport, hein, donc c'est cette culture sportive-là qui s'est répandue dans le monde à partir du dernier tiers du 19e siècle, sont des sports alors, protestants au sens où la société qui les a produits est une société d'un protestantisme un peu particulier qui est l'anglicanisme. Alors est-ce que ce serait abusif de dire que tous ces sports sont anglicans? Oui. C'est-à-dire que ce qui est intéressant de voir, hein, c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant, c'est à quelles conditions est-ce qu'on peut dire qu'un sport est protestant, en l'occurrence, et que les autres sports qui ont été créés par les sociétés anglophones ne sont pas d'origine religieuse. C'est que, en fait, hein, les sports britanniques, l'institution, enfin en tout cas le processus qui amène à leur création, n'est pas au départ religieux. Il est aristocratique en Grande-Bretagne, il est politique, et forcément il est en partie religieux, puisque vous savez que la société britannique est une société où les conflits sociaux, où la hiérarchie sociale se pense en termes religieux. Donc qui est l'opposition entre la High Church, la haute église, qui est l'église anglicane, qui est celle de l'élite aristocratique depuis le XVIe siècle, et la Low Church, la basse église, qui sont toutes les sectes protestantes qui se sont développées en gros vers le milieu dès le XVIIe siècle, puis vers le milieu du XVIIIe siècle, et qui contestent en fait le pouvoir de l'aristocratie, mais qui le font sur des bases religieuses. Donc là, parenthèse, hein, vous le savez, hein, c'est-à-dire que par exemple la vie politique en France se définit et se structure par rapport à la Révolution. C'est-à-dire que la droite et la gauche, c'est ceux qui, le jour de la réunion des États généraux à Versailles, le 4 mai 1789, ceux qui se mettent à la droite du roi, donc qui sont les corps privilégiés, et ceux qui se mettent à la gauche du roi. Et cette organisation du débat politique s'est reproduite à partir du moment où, en juin 1789, les États généraux se transforment en Assemblée nationale. En Angleterre, on ne pense pas comme ça le débat politique. Le débat politique, d'ailleurs on le voit dans la Chambre des communes à Londres, c'est l'opposition est entre la High Church qui occupe les bancs du bas, donc les représentants de l'église anglicane, et de plus en plus la Low Church qui occupe les bancs du haut, la haute église. Et le sport est anglican, en fait, au sens où l'élite aristocratique qui produit le sport est de religion anglicane, ce qui aura son incidence au moment du transfert de la pratique sportive aux États-Unis. Mais alors, pour le faire rapidement, hein, le sport est d'abord une industrie. Une industrie, alors c'est le premier sport codifié, c'est le cricket. Ensuite, vous avez les courses de chevaux, vous avez la boxe, ensuite le football rugby, qui se structure dans le deuxième tiers du 19e siècle. Et à chaque fois, qui est à la manœuvre? Ce sont les aristocrates qui dirigent, parce qu'ils sont actifs dans la finance, le système des paris. Donc n'oubliez pas qu'à Londres,
Vous avez donc deux rues qui sont importantes, la Lombard Street, où vous avez les grandes banques qui sont, et la rue des bookmakers qui est parallèle, et c'est les mêmes. C'est-à-dire que faire des profits sur les courses de chevaux, sur les grandes compétitions de cricket, et ensuite les compétitions de football, c'est ce qui est à l'origine de cette pratique sportive, de la naissance de cette culture sportive. Donc, ce serait abusif de dire que les sports sont protestants, au sens large du terme. En revanche, pour le basket, on peut dire que c'est un sport protestant parce que ce sont des religieux, des missionnaires, qui ont créé ce sport de toutes pièces dans une perspective religieuse. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est qui l'a fait, où est-ce qu'ils l'ont fait, pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait, comment est-ce qu'ils l'ont fait, et la question ensuite, sur tout le XXe siècle, c'est comment ce sport-là s'est répandu dans le monde entier, selon quelle logique, selon quelle modalité, et est-ce que ce sport est encore un sport protestant? Donc là, la réponse sera aussi claire que la réponse à la première question, ben non. Mais là aussi, il faut savoir pourquoi, c'est-à-dire les protestants n'ont pas créé le basket à la fin du XIXe siècle et l'ont laissé vivre sa belle vie en n'essayant pas de contrôler son développement. La YMCA, puisque c'est d'elle dont il s'agit, a jusqu'à la fin du XXe siècle tenté de modeler le sport qu'elle avait créé pour pour perpétuer les valeurs qui avaient présidé à sa création. Alors, on va voir dans un premier temps, donc on va voir ça en 3 points. Donc, d'abord, la création, sur comment est-ce qu'on en vient à créer un sport de toutes pièces. Donc, dans un contexte particulier qui est le contexte américain. Ensuite, on verra le transfert en France. C'est que le basket est un sport protestant en France, avant de voir de repartir au niveau international. C'est-à-dire que l'étape française est, pour l'état-major de la YMCA, un peu une déception, puisqu'il y a le conflit, enfin en tout cas l'emprise de l'Église catholique en France qui va s'emparer du basket dès les années 20. Alors on va commencer donc aux États-Unis, autour de la Young Men's Christian Association, donc la YMCA. Et la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que la YMCA, donc qui est une association de missionnaires américains, alors qui est apparue en Angleterre à l'origine, au début du 19e siècle, qui est une société classique low church, c'est-à-dire en gros, vous savez qu'il y a un grand mouvement de revival religieux à la fin du XVIIIe siècle en Grande-Bretagne, qu'il faut prendre littéralement au pied de la lettre, c'est-à-dire qu'il s'agit de revivre la religion, puisqu'il y a l'idée que l'Église anglicane ne permet pas de vivre pleinement et de manière authentique sa religion. Donc vous avez tout un mouvement de réforme politique, sociale, religieuse qui traverse la société britannique au tournant du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, qui s'incarne dans les Bible Society, donc dans les sociétés de la Bible. L'idée, c'est de porter à des populations en général paysannes qui sont en train de quitter la campagne du fait de l'industrialisation et d'aller en ville, qui sont en gros dans des conditions qui ne leur permettent plus d'avoir une vie religieuse qui soit digne, de leur porter la Bible à ce moment-là. Donc en gros, on rejoue ce qui s'est joué au XVIe siècle dans l'Angleterre du début du XIXe siècle. Parenthèse, là aussi, c'est toute la terminologie politique qu'on a héritée des anglo-saxons, qui sont en fait une terminologie religieuse. C'est-à-dire que c'est Bible Society, comme il s'agit de faire lire la Bible, et que ça peut être un gros livre, et que il s'agit de... voilà, c'est la vie urbaine, ça va vite, les gens. Donc on distribue des tracts, c'est-à-dire qu'on prend des versets, qu'on publie sur un recto verso, et on va à la sortie des bus, ou à l'entrée des usines, et on distribue. Donc voilà, le tract, avant d'être un tract politique, est d'abord un tract religieux. Même chose pour le meeting, qui est aussi passé dans notre langage courant comme un meeting est forcément politique. Il est religieux. C'est Hyde Park, c'est-à-dire dans tous les grands parcs londoniens, où vous avez des prédicateurs qui portent un discours
de secte, c'est-à-dire pour se différencier de l'Église anglicane, mais qui engage beaucoup plus que derrière la religion, c'est la société qu'on veut réformer. Je m'éloigne du sujet. Donc vous avez la YMCA qui ne s'occupe pas tellement de sport en Grande-Bretagne, et ce sera la même chose pour la branche américaine qui s'émancipe tout de suite de la branche britannique. Donc en fait, hein, disons que la branche américaine n'est pas une construction de la branche britannique qui se serait exportée aux États-Unis, c'est au contraire des Américains qui sont venus à l'exposition universelle de Londres en 1851, qui ont vu le stand de la YMCA et qui ont considéré que c'était un modèle intéressant à suivre, puisque la YMCA est vraiment une organisation missionnaire qui s'est spécialisée dans les milieux urbains. Donc là aussi, hein, c'est très classique, hein, c'est-à-dire que les institutions religieuses s'adaptent aux transformations sociales. Vous avez eu les franciscains et les dominicains dans l'Église catholique au XIIIe siècle, au moment où renaissent les villes dans l'Occident chrétien. En gros, vous avez la même chose dans le cadre de l'industrialisation avec l'apparition de ces énormes mégapoles. Et tout de suite, les institutions religieuses essayent de s'adapter à ce nouveau contexte d'évangélisation. Donc les Américains voient la YMCA, c'est-à-dire créer une branche américaine qui s'inspire de la branche britannique, y compris dans la méfiance qu'elle peut avoir pour le sport. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de dire qu'a priori, la YMCA ne s'intéresse pas au sport pour la même raison pour laquelle la YMCA britannique ne s'intéresse pas au sport. Le sport, on l'a vu, c'est l'élite, c'est la high church. Donc toutes les sectes protestantes qui se sont construites contre l'Église anglicane ont un mouvement qui une tendance en fait, hein, qui permet de les assimiler, même si évidemment c'est un peu schématique de dire ça, qui est le puritanisme. C'est-à-dire que le puritanisme, au sens strict du terme, il s'agit de purifier l'Église anglicane de tous les restes du catholicisme. Et donc le mouvement puritain est d'autant plus fort aux États-Unis, qui est une société qui s'est construite contre la métropole coloniale. C'est une république contre la monarchie anglaise, et l'anglicanisme est rejeté, et avec lui toute la culture qu'il porte, c'est-à-dire notamment la culture sportive. Donc le premier point, et ça restera sous-jacent à la YMCA, ce qui expliquera la création du basketball, on va y venir, c'est que le protestantisme américain, quelles que soient les dénominations confessionnelles, est très marqué par l'empreinte du puritanisme au sens originel du terme, celui des premiers pèlerins du Mayflower, c'est-à-dire une opposition à l'Église anglicane et à la culture des élites britanniques. Donc eux constituent un frein pour le développement du sport. Alors, qu'est-ce qui fait? Il y a même deux facteurs principaux qui vont conduire la YMCA, une partie de la YMCA, à s'intéresser au sport. Le premier, c'est classique dans les mouvements religieux, c'est qu'on est méfiant au début, mais vu le succès de la culture sportive qui commence à s'implanter dans les sociétés industrielles urbanisées, c'est de faire contre mauvaise fortune bon cœur, et de voir le sport non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen, c'est-à-dire un instrument pour attirer la jeunesse et ensuite soit la moraliser, soit la fortifier. En gros, les premières antennes de la YMCA, qui se développent, on va dire, après la guerre de sécession, l'idée c'est que vous avez le gymnase ou le terrain de sport et vous avez la bibliothèque où on fait des lectures de la Bible avant ou après l'activité physique. Donc ça, c'est un processus qui concerne tout le monde. C'est-à-dire les catholiques vont avoir la même attitude, qui est une attitude pragmatique. C'est-à-dire, et qui est, alors chez les catholiques comme à la YMCA, ceux qui sont le plus puritains, les puritains à la YMCA, ce serait l'équivalent des intransigeants chez les catholiques. Au sens, alors, l'intransigeance, au sens où on ne transige pas avec la foi.
Mais ces gens sont tellement sûrs de leur foi qu'ils savent qu'elle ne peut être altérée par le contact avec le monde tel qu'il est. C'est-à-dire qu'on est tellement sûr de soi qu'on est prêt à se confronter à la réalité et donc éventuellement à essayer de changer cette réalité. Donc ça, c'est on va dire, c'est une attitude pragmatique qui va traverser tous les mouvements religieux par rapport au sport, qui est une activité fondamentalement industrielle au départ. La deuxième chose qui est là est spécifique au protestantisme américain, c'est un débat théologique sur la question du millénarisme qui divise profondément les différentes dénominations confessionnelles protestantes aux États-Unis. Qui est en gros l'idée que le Christ est censé descendre sur terre, y régner 1000 ans, d'où question du millénarisme, jusqu'à la résurrection générale. Là, vous avez deux attitudes par rapport aux moyens de préparer cette arrivée du Christ sur terre. Vous avez une position qu'on qualifie de post-millénariste, qui est optimiste, qui est celle de certaines sectes protestantes, comme les anabaptistes, les adventistes, les témoins de Jéhovah, les mormons, qui est l'idée de tout va bien, en fait, il n'y a plus qu'à attendre. Attendons le retour du Christ sur terre. Et face à eux, vous avez une position qui est dite très millénariste, très pessimiste, qui est qu'au contraire, il faut se préparer à l'arrivée du Christ sur terre qui va déchaîner les forces du mal. C'est-à-dire que le Christ va régner 1000 ans sur terre, mais c'est là que le diable va se répandre sur la terre pour essayer d'abattre le bien. Et donc, il faut former les chrétiens pour se préparer à la bataille. Et donc, il faut des athlètes du Christ. Et donc, il faut une activité sportive qui va se permettre aux jeunes et aux moins jeunes de se préparer à cet événement qui devrait arriver. Alors donc voilà, la YMCA, donc, qui est une association qui est très écuménique dans le contexte religieux américain, c'est-à-dire que vous avez des méthodistes, mais en gros toutes les dénominations confessionnelles peuvent adhérer à la YMCA. Ce courant prémillénariste prend du poids tout au long du XIXe siècle et pousse à ce que le sport soit utilisé comme cet instrument qui va permettre de former les athlètes du Christ. Alors notamment, le directeur de l'éducation physique à la YMCA, qui est Luther Halsey Gulick, alors qui crée dans le Massachusetts, à Springfield, crée une école de formation pour les moniteurs d'éducation physique. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que vous avez, en 1890, la YMCA, c'est 250 000 adhérents aux États-Unis. Et sous l'impulsion de Gulick, vous avez 348 gymnases qui ont été construits. Il faut former des professeurs d'éducation physique pour s'occuper de ces gymnases, en gros plutôt dans le nord-est des États-Unis. Gulick est, parmi les dirigeants de la YMCA, celui qui a été le plus pragmatique, celui qui a défendu la ligne pragmatiste, en disant que la YMCA se devait d'être réceptive à la société américaine telle qu'elle était, et non pas telle qu'on aurait voulu qu'elle soit, et que c'était seulement à la condition de l'accepter telle qu'elle était qu'on pouvait éventuellement essayer par un effort missionnaire de la changer. Donc c'est lui qui, dans toutes les associations de la YMCA, notamment à Springfield, a accepté les deux grands sports américains qui se développent à ce moment-là, que sont le baseball et le football américain. Alors là aussi, qu'est-ce que c'est que le baseball et qu'est-ce que c'est le football américain? Ce sont les noms aux États-Unis des sports anglais qui ne pouvaient pas rester des sports anglais. C'est-à-dire que dans la diffusion de la culture sportive dans le monde, vous avez toujours eu la phase de nationalisation du jeu, d'autant plus dans une société qui était l'ancienne colonie de la Grande-Bretagne. Et donc le baseball, c'est du cricket.
Mais voilà, les États-Unis ont besoin culturellement de s'inventer un sport, donc il est censé y avoir un inventeur du baseball à Cooperstown en 1839 qui aurait inventé le baseball. Évidemment, c'est faux. C'est juste le nom et des règles différentes du cricket. Et le football américain, c'est du rugby à 15, simplement. Hein. Le quarterback, bah, c'est le demi-mêlée, en fait. Hein. Sauf qu'il a le droit de lancer la balle vers l'avant, mais ça a longtemps été le cas. Le football rugby, hein, les règles, contrairement à là aussi la légende dorée du football et du rugby qui veulent nous faire croire que dès 1863, en gros, les choses étaient figées entre les deux. Non. Alors là aussi, on pourra en reparler. Hein, le premier match international de football en 1870 à Londres entre l'Angleterre et l'Écosse. Quand on lit les comptes rendus dans la presse britannique, vous avez arrêt de voler du défenseur de l'Angleterre. On dit arrêt de voler, mais c'est censé être du football. Bah oui, en fait, il y avait des arrêts de voler. On pouvait jouer la balle à la main dans certaines conditions précises. Bref, là aussi, je m'éloigne de notre sujet. Donc le baseball et le football américain sont intégrés dans les sports de la YMCA, donc sous la direction de Luther Gulick, une position qui est à la fois pragmatiste et prémillénariste, mais qui a encore des adversaires au sein de la YMCA. Alors ces adversaires, ils continueront à contester la pratique du sport, et c'est en partie pour ça qu'il y a la naissance du basketball. C'est-à-dire que dans la légende dorée du basket, hein, puisque chaque sport, hein, enfin, qui sont devenus des industries, crée un récit des origines qui masque les conditions réelles de la création de ce sport. Dans le récit des origines, hein, c'est James Naismith, donc voilà, qui est un des moniteurs d'éducation physique que vous voyez à gauche sur la photo, donc un des moniteurs d'éducation physique de Springfield. Bah, ce serait Gulick qui lui aurait demandé, parce qu'en gros on jouait l'été à Springfield, on jouait au baseball et au football américain, donc en extérieur, et en hiver, quand le temps ne le permettait pas, parce qu'il neigeait, on était dans le gymnase, on faisait de la gymnastique suédoise ou allemande, ce qui était rébarbatif, et donc Gulick aurait demandé à Naismith, invente-nous un jeu où, en gros, il s'amuserait plus pendant l'hiver. Alors, c'est pas exactement ça. C'est que, à l'intérieur de la YMCA, Gulick suscite des oppositions assez fortes du mouvement puritain, qui considère que jouer au baseball, jouer au football américain et la YMCA, c'est un système qui fonctionne bien, le collège de Springfield. Par exemple, l'équipe de football américain, donc qui est formée à partir d'un... Enfin, l'entraîneur vient de l'université de Yale. Dans le championnat universitaire auquel a accès la YMCA, c'est la meilleure équipe des États-Unis. Donc ils arrivent tout de suite à un niveau d'excellence, d'extrême compétence dans l'organisation et la formation dans les sports américains. Les puritains au sein de la YMCA disent, mais attention, le baseball, c'est quoi? C'est les paris, puisque c'est une industrie, c'est déjà un sport qui est organisé en grandes ligues professionnelles, les Major League of Baseball, c'est l'argent. Donc alors que vous voulez en faire une activité qui prépare le retour du Christ, en fait non, la plupart de ceux qui s'y intéressent ne voient pas cet aspect-là, ils voient surtout l'aspect combien est-ce que je vais gagner si telle équipe gagne ou pas. C'est l'alcoolisme, puisque ces stades, lors des matchs, etc., vous avez une industrie on va dire des loisirs qui fournit de l'alcool. C'est le dimanche, c'est-à-dire que comme il commence à y avoir des oppositions à l'intérieur des États et non plus à l'intérieur d'une ville, il faut que les spectateurs se déplacent. Et donc quel est le seul jour où ils peuvent se déplacer? C'est leur jour de congé, donc le dimanche. Donc en gros, là aussi, vous voulez célébrer, préparer l'arrivée du Christ, mais on ne va pas à l'office si on est en déplacement pour aller. Et quatrième point, le professionnalisme, c'est-à-dire que la décennie du 180, c'est l'apparition de la structuration du sport professionnel américain. Et donc là, pour les puritains, c'est vraiment l'antéchrist.
C'est au contraire, le sport est le véhicule de l'antéchrist à l'intérieur de l'association qui est justement censé être là pour préparer à la lutte contre lui. Donc c'est pour ça que Gulick demande à Naismith d'inventer un nouveau sport. C'est-à-dire qu'il va falloir créer un sport qui soit propre à la YMCA, c'est-à-dire qui satisfasse en gros le courant puritain de l'association, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas reprocher à cette activité sportive d'être un emprunt à une société qui est déjà pourrie. Il faut que le projet de transformer en bien cette société vienne de nous. Donc créer son propre sport, et ce sport qui permette de lutter contre les tares du professionnalisme, donc qu'il soit strictement amateur, et les tares du professionnalisme, elles sont déjà décrites à ce moment-là, chez les joueurs, surtout chez les joueurs de football américain. Donc, le football américain est en train de se professionnaliser de manière un peu plus tardive que le baseball. C'est par exemple la violence du jeu lui-même, qui fait que pour gagner de l'argent, les joueurs sont prêts à tout, donc y compris le football américain des débuts. C'est des polémiques qui continuent encore aujourd'hui sur les chocs cérébraux, par exemple. Il y a des morts, en fait, les premiers grands matchs professionnels de football américain. Vous avez des choses qui sont inacceptables pour des religieux. Donc voilà la raison, c'est que la création du basket, c'est accepter le sport, malgré tout accepter le sport, mais essayer de réformer le sport en créant quelque chose de nouveau. Alors, comment créer quelque chose de nouveau? Donc, c'est James Naismith, que vous voyez à gauche, qui est un Canadien, qui est un des formateurs d'éducation physique. Donc, il a un cahier des charges assez précis, c'est-à-dire que c'est un des premiers sports qui n'est pas la codification a posteriori de règles qui se sont mises en place dans la pratique en juin. Parce que c'est ce qui s'est passé avec le football et le rugby. Les règles qui sont adoptées en 1863, puis tout au long de la décennie 1870, c'est juste dans chaque école, chaque public school anglaise, chacun jouait comme il voulait sur est-ce qu'on a le droit de tacler, est-ce qu'on a le droit de plaquer, est-ce qu'on a le droit de jouer à la main, est-ce qu'on envoie la balle vers l'avant, vers l'arrière, est-ce qu'il y a une règle du hors-jeu ou pas, comment est-ce qu'on marque les buts, est-ce que ça va sous la barre du H ou au-dessus, etc. etc. Et donc la codification, c'est juste, il y a chacun des règles différentes, et il faut se mettre d'accord sur des règles communes pour pouvoir organiser justement des championnats professionnels à l'échelle d'un pays tout entier. Là, et Naismith le dira, c'est le premier sport qui est créé de manière purement intellectuelle. C'est-à-dire qu'il y a 13 règles, donc les 13 règles de base, qui sont édictées par Naismith, à la fin du mois de décembre 1891. Donc c'est un essai pédagogique qui sont affichés dans le gymnase. Les joueurs arrivent et on leur dit, voilà, vous respectez ces règles-là, et ça marche. En fait, le premier match se passe très bien. Et donc après, les règles évidemment vont évoluer, mais en gros, l'essentiel avait été fixé. Alors, c'était quoi son cahier des charges? Déjà, il faut utiliser un ballon. C'est-à-dire que, voilà, il y a l'idée, le sport collectif, c'est un sport. Donc là, il y a quand même le modèle britannique. Le ballon doit être gros, parce qu'un ballon trop petit, de petit gabarit, pourrait être lancé avec une trop grande force. Donc l'idée principale, ce sera de lutter contre tous les aspects violents qu'on peut voir dans le sport en train de se professionnaliser à ce moment-là. Troisième règle importante, les contacts brutaux doivent être évités. C'est ça le plus important pour les éducateurs de la YMCA. Donc les premières règles, vous avez interdiction de courir avec le ballon. On ne part pas en dribble. Et les passes sont très précisément, d'ailleurs il en reste quelque chose sur le marché, combien de pas on peut faire avec la balle. Donc voilà, il y a des règles très précises pour justement éviter, la règle la plus simple en gros c'est le no contact.
Donc ça, vous retrouvez ça dans les matchs de basket aujourd'hui, hein. Quand on regarde le rugby ou le football, bah oui, on est un peu surpris. C'est que dès que vous effleurez, enfin, en gros, dès que vous effleurez l'adversaire d'une manière ou d'une autre, il y a faute. La règle de base, c'est on ne doit pas le toucher. Et ensuite, quatrième aspect important, valoriser l'adresse plutôt que la force. Et donc l'objectif du jeu, bah, c'est de déposer un ballon en hauteur. Donc c'est en hauteur, hein, donc bah, c'était à l'origine 2 boîtes carrées d'environ 1,20 m de côté. C'est ça qu'on voulait faire, mais on ne les trouve pas, alors que Naismith les avait repérées, bah, elles ont disparu. Donc on prend un vieux panier à pêche, donc un basket en anglais, qu'on suspend au rail inférieur du balcon du gymnase, qui est à 3,05 m, c'est-à-dire 10 pieds en anglais, ce qui est toujours la hauteur qu'il a aujourd'hui. Cette règle, hein, de jeu d'adresse, donc déposer la balle dans ce panier, pour Naismith est la règle la plus importante. Pour lui, c'est le geste le plus important du jeu, et ça en fait un sport chrétien, puisque de lancer le ballon vers le panier qui est situé en hauteur renvoie à une symbolique religieuse qui est celle de l'élévation. La deuxième étant le no-contact, pour éviter les dérives que le professionnalisme a apportées dans le sport. Alors, ce basket marche très vite. C'est-à-dire que les missionnaires de la YMCA tout de suite organisent des championnats. Donc là, vous voyez la diffusion du basketball à partir de Springfield. Donc vous voyez, on est dans la grande banlieue de Boston, de 1891 à 1896. Et donc là, vous voyez quand est-ce que les grandes villes américaines sont touchées par ce virus du basketball. Bah, c'est très vite, hein. C'est que c'est les jeunes qui étaient en formation à la YMCA qui ont appris les règles de ce nouveau sport, ça leur a plu, et donc ils sont nommés dans les antennes un peu partout aux États-Unis, et vous avez tout de suite des championnats qui sont organisés. Donc là, vous avez la National Basket League autour de Philadelphie. Donc voilà, donc là, vous avez 7 équipes qui composent cette première ligue. C'est des équipes YMCA. Et vous en avez une deuxième qui est la New England League, donc là autour de Springfield, que je vous ai mis, donc autour de l'année 1898. Donc là, bon, vous voyez en gros, là il y a 11 équipes, donc il y en a certaines qui commencent à changer. Alors à noter que Trenton sera la première équipe professionnelle de basket, et c'est une équipe YMCA. En gros, le jeu a tellement de succès que tout de suite, ils se font dans le modèle sportif qui est déjà en train de s'imposer aux États-Unis. C'est-à-dire que vous avez déjà des championnats avec l'idée de compétition, et le professionnalisme n'est pas loin, quasiment, hein, de 1891 à 1898. Bon, en 7 ans, en gros, ce sport amateur est tout de suite dans une logique où il échappe un peu aux éducateurs de la YMCA. À tel point, donc cela, on va revenir rapidement sur un deuxième sport dont on ne parle pas trop, qu'en 1895, donc à Holyoke, qui est une autre antenne de la YMCA dans le Massachusetts, vous avez William Morgan, qui est un pasteur méthodiste, qui crée le volleyball. Alors pourquoi est-ce qu'on crée le volleyball? Donc là aussi, vous avez une légende du volleyball, sur une dynamique là aussi d'élévation, c'est-à-dire que la balle qui passe en haut. Non, en fait, c'est le basket n'a pas suffi, c'est-à-dire la règle du no-contact. Bah, tout de suite, bah non, il y a de la violence sur les parquets de basket. Donc quelle est la meilleure solution pour être sûr qu'il n'y ait jamais de contact? Et ben on va mettre un filet entre les deux équipes, et avec interdiction de passer le filet. Donc voilà, c'est le volet est la réflexion des éducateurs de la YMCA sur l'échec de leur premier sport, et surtout ça révèle qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec le premier sport. Donc voilà, en gros, ce deuxième
sport qui a moins de succès que même s'il est aussi développé par les antennes de la YMCA. C'est d'abord le basket qui est développé par la YMCA, alors notamment Gulick, donc Luther Gulick, donc on a vu était le directeur de l'éducation physique à Springfield et qui quitte la YMCA en 1903 pour devenir le directeur de l'éducation physique dans les écoles publiques de New York. Donc là, vous avez pourquoi est-ce que le basket est devenu un grand sport américain. En partie, il échappe à la YMCA, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'elle contrôle par la personne de Gulick. En gros, il rentre dans l'administration municipale à New York. Donc c'est le moment où vous avez ce qu'on appelle le mouvement politique populiste aux États-Unis, c'est-à-dire se revendiquant de servir les intérêts du peuple, qui donne des coalitions avec les démocrates dans les grandes villes du nord-est des États-Unis et qui ont une politique hygiéniste et moralisatrice. Et donc, ils veulent développer le sport comme un moyen de moraliser les milieux populaires. Et là, la YMCA est l'œuvre. C'est-à-dire que l'expertise qu'elle a développée, déjà avec la formation de ces éducateurs spécialisés en sport, la technique qu'elle maîtrise, puisque c'est elle qui a défini les règles et qui continue à les faire évoluer en fonction de ce qu'elle voit, de ce qui se passe sur les parquets, explique le succès du basket dans les grandes villes du nord-est des États-Unis et notamment dans les quartiers populaires. Donc Gulick est directeur de l'éducation physique pour les écoles publiques de New York et en 1906 il devient le président de l'association des playgrounds américains. Donc les playgrounds, ce sont ces terrains de basket qui sont construits par la municipalité démocrate de New York au début du XXe siècle, dans les quartiers populaires. Il y a des problèmes immobiliers, c'est-à-dire en gros ça fait quand même une emprise foncière. Le basket, c'est-à-dire Gulick convainc les municipalités de dire qu'un terrain de basket coûtera moins cher que de faire un terrain de baseball ou de football américain, parce que là il faut de l'espace. Donc dans des quartiers où le foncier coûte cher, dans les interstices urbains, construire un panier de basket est la meilleure solution. Et c'est comme ça que là, le basket commence une nouvelle histoire. C'est que quelles sont les classes populaires les plus pauvres et qui vont être concernées par cet effort conjoint des municipalités démocrates et de la YMCA dans les grandes villes du Nord-Est, c'est les Noirs. C'est-à-dire que la fin du 19e, le début du 20e siècle, c'est la grande migration des Noirs qui en partie fuient le racisme endémique du sud des États-Unis, mais surtout cherchent du travail, puisque la fin du 19e, c'est la mécanisation de la récolte du coton, enfin la culture du coton, qui fait qu'ils sont au chômage. Donc c'est d'abord pour ça qu'ils vont dans les grandes villes du Nord, c'est pour trouver un emploi. Et le symbole de cette nouvelle vie dans ces grandes villes du Nord, dans Harlem, etc., ce sera le basket, puisque les seules institutions d'assistance sociale présentes dans ces quartiers, c'est la YMCA, et qui leur propose d'abord de jouer au basket sur les playgrounds qu'elle a fait financer par l'intermédiaire de Gulick, par la municipalité de New York. Donc ça, c'est le premier point sur cette diffusion du basketball où la YMCA est toujours là. C'est-à-dire que le fait que les municipalités du Nord-Est aient choisi le basket, c'est du fait de l'influence de la YMCA. Et ensuite, alors ça donne aussi les caractères du basket américain, donc il sera un sport populaire, alors en partie des étudiants des universités du Nord-Est, des milieux populaires du Nord-Est et très urbains. À la différence du football américain ou du baseball, qui sont en partie urbains mais surtout ruraux, le basket est vraiment le sport de l'urbanité du XXe siècle. Et pour les missionnaires de la YMCA, donc on les verra après, là on les a vus en Pennsylvanie, autour de Philadelphie, dans le Massachusetts. Pour eux, la terre de mission, c'est à la fois l'ouest des États-Unis, le Middle West, le sud, ou le monde entier. Pour eux, il n'y a pas de différence. Il va falloir porter la bonne parole sportive. Alors, un point qui est important avant de voir comment
va se passer cette diffusion du basket par les, les, les canaux de la YMCA. L'important, c'est de voir le statut qui est revêtu par le sport en général et par le basket en particulier dans l'entreprise d'évangélisation. La YMCA, à la différence des autres missionnaires protestants, on va dire, et des missionnaires catholiques par exemple, le sport n'est jamais conçu comme un moyen pour attirer les pratiquants vers autre chose. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à ceux qui viennent jouer au basket dans les antennes OSIA aux États-Unis comme dans le monde entier de se convertir au protestantisme. C'est que ce n'est même plus une question de conversion et d'évangélisation, puisque en soi, le sport est chrétien. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas protestant, vous n'êtes pas chrétien, en devenant un athlète, donc en fait en vous soumettant à un entraînement ascétique, méthodique, qui va faire de vous une meilleure personne à la fois physiquement, mais comme c'est un sport collectif, aussi dans votre capacité à être en lien avec les autres, en fait, sans le savoir, vous devenez un bon chrétien et vous vous préparez au combat final. Donc ça explique la popularité de la YMCA dans le monde entier par rapport à d'autres entreprises missionnaires qui sont explicitement évangélisatrices. La conversion au protestantisme n'est jamais recherchée par la YMCA, puisque juste instiller la passion du sport, faites-vous un peu, sans que vous le sachiez, à votre insu, quelque part, un bon chrétien. Et donc, ça explique qu'en Amérique latine, pays catholique, on accueille les jeunes catholiques, on ne leur demande pas de renoncer au catholicisme. Dans l'Empire indien, vous êtes hindou, venez jouer au basket avec votre hindouisme. Les shintoïstes au Japon, etc. Même chose au Liban, à Jérusalem, les Arabes peuvent venir. Donc voilà, c'est le plus important, c'est sur le succès de la YMCA. C'est cette idéologie sportive de la YMCA qui est née dans un contexte très particulier, qui est celui des États-Unis, qui a mûri pendant plusieurs décennies et qui explique que donc cette innovation est appelée à un destin mondial du fait de l'implantation de la YMCA dans le monde entier. Donc là, je vous ai mis les zones d'arrivée du basket. Donc vous voyez, en gros, vous avez d'abord vers l'Europe, mais tout de suite l'Amérique latine. Ensuite l'Asie un peu plus tard, et l'Afrique, ça viendra après la Seconde Guerre mondiale, donc plutôt au moment des indépendances. Alors, vous avez vu dans les dates, le premier pays où le basket est diffusé après les États-Unis, c'est la France, qui est la fille aînée du basketball. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, en termes du nombre de pratiquants, vous avez les États-Unis, et juste derrière, comme sport collectif masculin et féminin, vous avez la France, donc par l'intermédiaire de l'Union chrétienne des jeunes gens, donc qui est l'antenne parisienne de la Young Men's Christian Association, donc qui est située rue de Trévise dans le 9e arrondissement, qui organise à la fin décembre, donc l'antenne est construite en 1892, et dès qu'elle est finie, donc en 1893, dès les premiers mois, vous avez la première démonstration de basket dans le gymnase de la rue de Trévise, qui, là aussi, ça marche très bien, très vite. Et donc, vous avez au départ un sport qui est d'abord celui de la haute société protestante parisienne, avec les différentes écoles protestantes ou les différentes associations protestantes qui adoptent ce jeu et qui font ce qu'ils appellent un championnat de France, mais qui sont en gros les tournois entre les équipes parisiennes protestantes qui ne sont pas forcément affiliées à la YMCA, mais la YMCA est œcuménique, c'est-à-dire qu'elle ne fait que proposer ce jeu qui plaît. Donc là, vous avez la bannière qui est conservée à la Fédération française de basketball, donc qui en 1894, ce qu'on appelle les dames de l'Union, tissent cette bannière qu'elles vont remettre aux vainqueurs du tournoi parisien de basketball, qui se considère, l'équipe vainqueur, donc qui était la YMCA,
enfin, la rue Trévise, comme le premier champion de France de basket. Donc là, vous pouvez la voir, hein, c'est dans le hall de la Fédération française de basketball. Voilà le gymnase de la rue de Trévise en 1902, donc une des photos où là vous les voyez, une démonstration de basketball, donc vous voyez du public qui vient voir. Dans le public, hein, on connaît en fait, hein, ce qui s'est passé. Vous avez Pierre de Coubertin, par exemple, qui vient s'entraîner, faire ses exercices d'éducation physique rue de Trévise, alors que lui, il habite rue Oudinot, hein, il a un hôtel particulier dans le 7e arrondissement, donc il traverse la Seine pour aller s'entraîner. Là aussi, c'est l'excellence de la YMCA. C'est-à-dire, si vous voulez faire de la vraie gymnastique avec des moniteurs qui savent de quoi ils parlent, voilà, l'excellence, c'est la YMCA. Donc là aussi, Pierre de Coubertin, c'est un catholique qui n'a aucune intention de renoncer au catholicisme, mais la YMCA est dans une logique, on va dire, pragmatique d'ouverture le plus possible. Alors, cette salle, alors, dans l'exposition, hein, qui est au musée, vous avez des photos, donc là, voilà, que vous retrouvez ici, qui est le gymnase aujourd'hui. Donc en fait, hein, cet immeuble de la rue de Trévise existe encore. Dans les étages, c'est encore l'UCJG qui est propriétaire, hein, qui a ses bureaux, et qui est en train de faire des travaux de restauration, enfin de rénovation assez profonde du bâtiment. Alors cette salle a failli disparaître, c'est-à-dire que, en gros, elle avait été louée à la mairie de Paris pour les activités physiques de l'arrondissement. Mais vous voyez, c'est du parquet, hein, donc un parquet qui s'était abîmé avec le temps et ça coûte cher de le restaurer. Donc en fait, le projet à un moment donné de l'UCJG était de s'en débarrasser. Et sa sauvegarde est due à l'action donc de Gérard Bosc, qui était directeur technique national de la Fédération française de basket, qui est mort il y a 3 ans maintenant, et qui a réussi à la faire inscrire à l'inventaire des monuments historiques, ce qui a empêché, ce qui n'a pas entraîné sa restauration immédiate, mais qui a empêché sa disparition. Et Gérard Bosc, hein, qui était à la fois directeur technique national et aussi un des premiers historiens du basket en France, avait essayé de convaincre la Fédération française, plutôt que d'être dans le 13e arrondissement où elle est maintenant, de racheter l'immeuble de la rue de Trévise et d'en faire le siège de la Fédération en ayant la plus vieille salle de basket du monde, puisque en fait, cette salle a été construite en 1892 sur le modèle exact de celui de Springfield, mais la salle de Springfield a brûlé dans les années 60, et donc la plus vieille salle de basket du monde, c'est celle de Paris, et donc d'installer la Fédération française de basket dans le panorama des sports collectifs français. Même là, vous faites venir des Américains en leur disant c'est la plus vieille salle de basket du monde. Mais il n'y est pas arrivé. Alors, elle est en train d'être restaurée. Dans l'exposition, vous avez une pancarte, hein, où vous pouvez adopter. En fait, la restauration est financée où vous adoptez une lame de parquet. Donc, ça s'appelle Adopte une lame. Et ensuite, il y aura votre nom qui sera écrit sur la lame. Donc voilà, pour l'éternité, vous serez associé à la rénovation de ce parquet. Alors, est-ce que ce sport qui est protestant, qui est la haute société parisienne, est-ce qu'il reste protestant? Oui, il est resté protestant, enfin, c'est-à-dire que dans les associations sportives protestantes, à Paris et ailleurs, on propose le basket, on va dire, comme premier sport, alors même s'il y a la concurrence d'autres, mais ça fait partie de leur spécialité. Le problème, entre guillemets, pour le basket protestant, c'est qu'il est dans un pays qui est majoritairement catholique et que l'Église catholique s'est emparée, elle aussi, du basket, pour les mêmes raisons pour lesquelles le basket avait été créé par la YMCA. C'est-à-dire que le football devenant et se professionnalisant de plus en plus, choisissons un sport dont on soit sûr qu'il reste amateur. Donc en fait, hein, ce mouvement s'amorce après la Première Guerre mondiale. Hein, donc en gros, hein,
la diffusion du basket, mais comme du sport en général dans la société française avant la Première Guerre mondiale, est très lente. Enfin, la pratique sportive ne concerne que 2 à 3% de la population, c'est-à-dire en gros la grande bourgeoisie parisienne et de province jusqu'à la Première Guerre mondiale. Hein. L'explosion de la pratique sportive en France, c'est après la Première Guerre mondiale. C'est entre 1920 et 1925. Et dans ce système sportif en formation, où le football va émerger très vite, ce qui amènera à sa professionnalisation. Là. Il y a un exemple classique, hein, une des premières finales de la Coupe de France qui est organisée Stade Bergère, donc sur la butte Bergère, près des buttes Chaumont à Paris, en 1920, vous avez 7000 spectateurs. 6 ans plus tard, en 1926, à Colombes, vous avez 30 000 spectateurs. Donc voilà, il y a quelques années où la passion pour le sport et la pratique sportive explosent dans les classes moyennes et les classes populaires. Et dans ce monde sportif en formation, l'impulsion protestante autour du basket est renforcée par l'arrivée des troupes américaines en 1917 pendant la Première Guerre mondiale, où vous avez, donc là vous avez 2 photos qui sont les foyers franco-américains du soldat, donc qui sont les foyers de l'arrière pour le repos des soldats avant de monter au front, qui sont en général mixtes franco-américains, et qui s'occupe, qui a la charge de l'organisation des loisirs dans ces foyers du soldat, la YMCA. Et donc, c'est elle qui organise ces démonstrations de basket. Et donc là, c'est là que les Français vont voir vraiment, on va dire, les masses populaires vont pour la première fois voir ce sport. Et vous voyez qui sont ceux qu'on regarde jouer, les Noirs, c'est-à-dire les Noirs américains qui ont découvert le basket 10 à 15 ans plus tôt sur les playgrounds des grandes villes du Nord-Est. Donc voilà, c'est ce qui... Enfin, il y a un deuxième rejeu par l'intermédiaire de la YMCA, mais ce qui va assurer définitivement la place du basketball dans les grands sports collectifs français, c'est l'Église catholique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, dans les années 20, elle commence à s'emparer du basket. Et alors, l'Église catholique, alors on leur voit quelque chose, hein, donc là qui est en 2012, la pratique du basketball en France, donc en 2012, donc qui est le taux de licence pour 10 000 habitants par commune. Vous voyez cette carte. En gros, si vous la superposez avec la carte de la pratique religieuse catholique en France, vous arrivez à peu près à la même géographie, c'est-à-dire que la basse vallée de la Loire, la basse Normandie, la Bretagne, une partie du Béarn, le Lyonnais, sont des zones où la pratique à la fois pascalisante et messalisante catholique s'est maintenue. Évidemment, il y a aussi il y a un peu de temps, enfin, ce soir-là, c'est-à-dire qu'il y a, quand on sait lire la présence protestante sur le territoire, on voit qu'il y a des équipes protestantes. Alors c'est encore plus impressionnant quand on regarde le taux de pratique féminine du basketball, c'est-à-dire que les catholiques en font le sport collectif réservé aux filles. C'est-à-dire que le football et le rugby deviennent des conservateurs de la virilité, et sont considérés comme trop violents pour les filles, alors que le basket, avec la règle du no-contact, est adapté à la pratique féminine. Et donc là, vous retrouvez à peu près les mêmes zones de force, mais en étant plus fort. C'est-à-dire que le basket est le premier sport collectif féminin en France. Pour vous donner un point de comparaison, hein, donc là, vous avez l'autre grand sport qui est porté par l'Église catholique en France, qui est le football. Donc là, vous avez les données de 2012 pour la Fédération française de football. C'est encore plus spectaculaire que pour le basket, où c'est vraiment les zones catholiques. Les zones où les patronages catholiques sont implantés. Donc voilà, on pourrait en parler hein, sur cette... le problème... Pourquoi est-ce qu'en fait, on n'est pas plus présent dans notre imaginaire collectif, hein, c'est que nous sommes une société laïque, au sens où les institutions religieuses ne se mettent pas tant que ça en avant dans le débat public, et donc ne revendiquent pas le fait, c'est-à-dire que l'Église catholique pourrait dire c'est le football, c'est nous. Mais il y a des raisons historiques qui font qu'elle ne le dit pas en France, alors qu'elle le dit en Italie, par exemple. Autre raison qui explique l'implantation du basket, c'est que tout ça est
repris par le régime de Vichy. Alors, attention, hein, tous les régimes politiques, depuis l'entre-deux-guerres, suivent le même objectif avec la pratique sportive, qui est de développer une pratique de masse à partir de laquelle, donc pour des raisons de moralisation, d'entretien de la forme physique des travailleurs et des futurs soldats, mais ça tous les régimes le font, donc en mettant l'accent plus ou moins sur certains aspects. Plutôt, par exemple, le Front populaire mettra en avant la fraternité entre les jeunes, etc. Vichy dira c'est le culte du chef, c'est le former des chefs, voilà, des leaders qui auront fait leur preuve sur le terrain. La 4ème République, ce sera plutôt comme un exemple d'État social, c'est-à-dire développer les infrastructures. La 5e République étant un mixte entre tout ça. Et à chaque fois, l'idée de renforcer, enfin sportiviser la population française. Et dans cette étape, enfin une étape importante a été remplie par le régime de Vichy, qui en 1941 décide des 5 sports collectifs qui seront enseignés dans les écoles, enfin dans le système public d'enseignement, qui sont le football, le rugby à 15, le handball, le volleyball et le basketball. Et donc voilà, les 5 premières fédérations de sport collectif en France sont celles-là. Et dès 1943, vous avez un boom de la pratique sportive. Aussi étrange que ça puisse paraître, c'est un peu comme le baby boom démographique qui commence en fait dès 1936, mais qu'on voit avec la disparition, l'amenuisement de l'effet des classes creuses à partir de 1943. Voilà, c'est à partir de 1943 que tout d'un coup, il y a un élan démographique. La même année, vous avez les courbes de progression de la pratique sportive en France autour de ces 5 sports-là qui explosent. Mais c'est spectaculaire. Et le basket, en fait, a réussi à être dans ce wagon-là parce qu'il est porté à la fois par la haute société protestante et par l'Église catholique, qui fait qu'il est déjà bien inséré sur le territoire pour qu'il soit considéré comme un candidat crédible au fait qu'il puisse devenir un grand sport collectif. On voit toujours hein, cette présence protestante, vous connaissez des exemples comme Lionel Jospin. Il y a des photos de Lionel Jospin qui, au patronage protestant, jouait au basketball. Donc il y a toujours eu cette tradition-là. Alors attention aussi, ce sport que vous voyez là, donc là c'est un match à Alger en 1942, donc je l'ai mis en 42 parce qu'on voit Pétain au fond, donc voilà pour vous montrer que c'était à ce moment-là qu'il y a cette impulsion. En France, pour nationaliser le jeu, hein, c'était un peu comme les Américains par rapport aux Anglais, on joue d'une manière très particulière, on appelle ça le ripopo. Donc il y a une manière très particulière de jouer au basket. Hein. C'est par exemple alors interdiction de dribbler, donc on a gardé ça, mais il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de changement de joueur, les fautes sont illimitées, le lancer franc peut être tiré par n'importe quel joueur, alors qu'en basket c'est vraiment celui sur qui on a fait la faute, etc. Donc alors là je ne vous ai pas retrouvé et par exemple, on lance le ballon, hein, c'est pas, en gros, c'est pas un geste comme ça, mais on le lance par en bas. Donc c'est un peu ridicule. Et la France commence à évoluer parce qu'il y a les premiers championnats d'Europe qui sont organisés en 1935 en Lettonie. Et là, l'équipe de France est ridicule. Donc là, alors, il se peut aussi hein, que ce soit des problèmes de traduction. C'est-à-dire qu'il y a les manuels de la YMCA qui arrivent et des traductions sauvages, et en gros, on ne comprend rien. Le niveau en anglais général étant ce qu'il est. En gros, on ne comprend pas vraiment ce que font les Américains. Alors ensuite, hein, très rapidement, ce sport, donc, qui, par exemple, en France, était un sport protestant, l'est resté protestant, mais est devenu plus qu'un sport protestant, au sens où, du fait de la démographie religieuse en France, à partir du moment où l'Église catholique s'en empare, ça devient un sport catholique, et à la limite, le basket est plus un sport catholique en France, c'est-à-dire par exemple les grands clubs de la Pro A aujourd'hui sont en général des anciens patronages. Donc le CSP Limoges, premier chef, hein, le Cercle Saint-Pierre de Limoges, qui était un des patronages de Limoges qui avait lancé le basketball au milieu des années 20. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la YMCA donc, qui a créé son jeu? Donc la France est un des pays où elle l'a développé, et donc, qui est plutôt un pays où ça s'est bien passé.
c'est que la France est toujours le deuxième pays de basket au monde. Est-ce que la YMCA a abandonné son sport? Non, elle a, comme en France, mais dans des contextes plus favorables, elle a tenu à conserver le monopole, enfin, sinon le monopole, en tout cas d'être attentive à la diffusion de ce jeu et à essayer de contrôler ce jeu. Alors, je vous passe les débats, c'est qu'il y a toujours au sein de la YMCA l'affrontement entre ceux qui sont pour le sport et ceux qui sont contre le sport, notamment avec le basket qui s'est définitivement professionnalisé. Alors, un des arguments qui fait que la YMCA, enfin, que ceux qui s'intéressent au sport à l'intérieur de la YMCA sont autorisés à continuer à le faire, c'est en 1921 ce que les Italiens appellent une excommunication, c'est-à-dire que le Vatican recommande aux évêques catholiques dans le monde entier d'interdire aux jeunes catholiques de fréquenter les antennes de la YMCA au nom du péril protestant. Donc qui est l'angoisse de l'Église catholique pour tout ce qui n'est pas elle, notamment en Italie, puisque vous avez des antennes de la YMCA à Turin, à Milan, à Rome. Et là, les sportifs de la YMCA, entre guillemets, disent, effectivement, si on continue à être dans des pays catholiques, dans un contexte de tension avec le clergé catholique, avec des associations qui proposent la lecture de la Bible et donc qui sont explicitement religieuses, on va avoir du mal. En revanche, si on propose que le sport dont nous sommes les dépositaires et les meilleurs formateurs, qui est le basketball, ça pourra mieux passer. Donc en gros, il y a du fait de la concurrence avec les catholiques, que les partisans du sport et donc du basketball au sein de la YMCA se voient renforcés au début des années 20. Alors, le deuxième aspect, donc là je passe très vite, c'est la YMCA est aussi un des instruments de mondialisation du mouvement olympique dans l'entre-deux-guerres. Donc ça, c'est ce que je développe dans le livre que j'ai écrit récemment, alors qui n'apparaît pas souvent, c'est-à-dire que les historiens de l'olympisme sont souvent prisonniers de l'histoire olympique officielle, où, en gros, quelque part, on glorifie en permanence le rôle du CIO qui a pu proposer un modèle à la fois de pratiques sportives et une compétition qui vont au-delà du sport, qui diffusent des valeurs de fraternité, etc. En fait, il ne faut pas oublier que l'olympisme, jusque dans les années 30, est une compétition élitiste et marginale, y compris les Jeux Olympiques de 1924 à Paris, dont on remémore le centenaire cette année en nous disant que ça avait été un tournant, une étape importante dans le mouvement olympique. Non, 1924 à Paris, Lotto, qui est l'ancêtre de l'équipe, pour terminer l'Olympiade et tirer le bilan, commence son éditorial par « Vos jeux sont une rigolade ». Le stade olympique de Colombes était à moitié vide pendant toute la compétition, et c'était des grands bourgeois qui venaient du 16e et du 17e qui disaient « Mais où est-ce qu'on se retrouve ?» Parce que Colombes, à l'époque, c'est une banlieue industrielle, donc ils sont au milieu des usines, ça pue, et ils disent « Mais qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce que c'est que ces Jeux Olympiques ?» Qu'est-ce qui a assuré le succès du mouvement olympique? C'est la YMCA. Donc là, c'est quelque chose qui est connu. Donc la YMCA, à l'issue de la Première Guerre mondiale, a organisé les Jeux militaires interalliés en 1919 à Paris. Donc elle a proposé au général Pershing, qui était le chef d'état-major du corps expéditionnaire américain, d'organiser une compétition sportive à la fin, vu que le sport s'est répandu dans les foyers du soldat, pour célébrer l'amitié franco-britannico-américaine. Et tout le monde s'est mis à parler de Jeux olympiques militaires. Et il y a un échange de lettres entre Elwood Brown, qui a remplacé Gulick, donc Gulick est mort en 1918, à la tête de l'éducation physique de la YMCA, et Coubertin écrit à Elwood Brown en disant « Vous êtes un salaud, monsieur. En gros, les Jeux Olympiques, ça va être vous. » Et Elwood Brown lui dit « Mais non, monsieur Coubertin, au contraire,
votre idéal olympique deviendra mondial si nous mettons au service du CIO notre réseau d'antennes sportives qui pourra convertir le monde entier à cet idéal olympique. Et quand on regarde tous les pays si on reprend cette carte-là, on pourrait faire la même carte avec la création des comités olympiques nationaux, notamment en Amérique du Sud et en Asie, qui sont à chaque fois créés par des fonctionnaires de la YMCA. Ou des... Alors attention, c'est jamais un Américain ou un Britannique qui a été formé par la YMCA qui devient explicitement. C'est-à-dire que la YMCA, elle est toujours dans la même logique missionnaire. C'est-à-dire que c'est pas de se mettre en avant. Puisque le sport en soi est chrétien. Donc, par l'intermédiaire des Jeux Olympiques, on va diffuser cette idéologie sportive et la OMC n'a pas besoin de se mettre en avant. Elle laisse le CIO être à la manœuvre, diriger son organisation, mais tout ce qui assure le fonctionnement du réseau et ce qui fait que les Jeux deviennent véritablement universels et ne sont plus seulement cette compétition élitiste européenne, c'est la OMC qui donne cette impulsion-là. Alors, pour vous donner un exemple de ça, donc il y a plusieurs aspects qui sont en partie en gros, il y a une première américanisation des Jeux qui est en 1932 avec les Jeux de Los Angeles. Donc c'est là que les Jeux deviennent un événement mondial auquel s'intéressent les classes moyennes et plus seulement la grande bourgeoisie et l'aristocratie. Donc évidemment, il y a un aspect de commercialisation des Jeux, c'est le grand patronat américain. Il y a déjà les grands sponsors, Coca-Cola, Kellogg's, sont déjà là pour financer les Jeux de Los Angeles, mais c'est une mondialisation religieuse, c'est-à-dire que ces Jeux dont le succès a été assuré par la YMCA a une condition, que ce soit strictement amateur. C'est-à-dire que son combat contre le professionnalisme, pour imposer sa vision du sport, elle va le faire à travers le mouvement olympique. D'où en 1932, donc là c'est aussi un exemple qu'on n'a pas le temps de développer, l'exclusion de Paavo Nurmi, qui est la grande vedette de l'athlétisme des années 20, un Finlandais, qui est venu à Los Angeles pour courir le marathon, pour remporter le marathon et conclure en beauté sa carrière, et qui la veille du marathon est exclu par un comité d'éthique du CIO. Et c'est très étrange. C'est-à-dire que pour une course, pour un meeting d'athlétisme en Allemagne qu'il aurait couru l'année d'avant, en 1931, mais pourquoi pas le faire avant? Pourquoi le laisser faire le voyage jusqu'à Los Angeles, attendre la veille de l'épreuve? C'est pour en faire le châtiment doit être exemplaire, pour montrer au monde que cet olympisme devenu universel le sera avec les valeurs de la OMC, c'est-à-dire une exclusion totale des logiques du professionnalisme. Alors, un exemple particulier pour le basket, puisque c'est ça qui nous intéresse, avec le personnage intéressant qui est Renato Jones. Alors Renato Jones, là vous le voyez en 1926, donc il est né en 1906 à Rome, donc c'est un fils de Britanniques, donc ces ingénieurs britanniques qui sont allés dans le monde entier pour industrialiser le monde. Donc lui en l'occurrence il s'occupait du réseau de gaz, son père s'occupait du réseau de gaz à Rome, et son fils c'est le dernier, à droite, Renato Jones, donc au début il est né à Rome, ensuite la famille a déménagé à Turin, là il a commencé des études, donc il a passé son baccalauréat en 1923, il a commencé des études universitaires en construction mécanique. Comment est-ce qu'il a découvert le basketball? C'est une famille anglicane, c'est un grand bourgeois anglo-écossais, ils sont anglicans, mais quelle est l'association anglophone qui ne demande pas d'où vous venez, qu'est-ce que vous voulez dans la vie? C'est la YMCA de Turin, donc il découvre le basketball à Turin, il est plutôt bon, donc il fait partie de l'équipe qui est envoyée au championnat européen des YMCA en 1926, qui a lieu en Pologne, et là il y a le directeur du collège de Springfield, donc Lawrence Doggett, donc celui qui succède à la tête de Springfield à Elwood Brown, celui qu'on a vu qui avait négocié
avec Coubertin et qui convainc Jones d'abandonner ses études d'ingénieur et de suivre les formations de pédagogie et de pédagogie sportive à l'école de formation de Springfield de la YMCA dans le Massachusetts. Donc selon Jones, Doggett lui aurait dit « C'est un plaisir tout aussi grand, si ce n'est plus grand, de s'occuper d'hommes plutôt que de fric ». Donc là, vous avez cette orientation amateur, profondément amateur. Donc Jones, donc voilà, donc là c'est l'équipe de Turin avant qu'elle ne parte en Pologne. Et donc en gros, à l'issue de ce tournoi en Pologne, Jones part 2 ans à Springfield, dont il sort diplômé. Et ensuite, il fait une carrière de formateur physique de la YMCA en Europe. Donc on l'envoie à Genève, on l'envoie en Allemagne, on l'envoie en Turquie. Et ensuite, avant de le renvoyer en Italie, donc il devient polyglotte, c'est-à-dire qu'il maîtrisait déjà l'italien et l'anglais. Donc à Genève, il apprend le français, à Munich l'allemand, le turc à Istanbul. Et donc, voilà, ça devient, ça éclairera sa future carrière de dirigeant sportif international. Alors, le plus important, c'est quand il passe en 1928, donc à son retour en Europe, il rencontre Elmer Berry. Donc alors, là je vous ai mis, donc Jones, vous le repérez, il est donc 1, 2, 3, 4, donc le 5e en haut. Et Elmer Berry, c'est le seul qui a, à droite, tout à droite, qui est le directeur de l'éducation physique de l'Alliance universelle de Genève. Donc dans la YMCA, vous avez à la fois l'antenne américaine de Minneapolis et vous avez un bureau qui est spécialisé, qui coordonne l'activité de toutes les antennes qui sont à l'étranger et notamment en Europe, qui est situé à Genève. Et Elmer Berry s'occupe des activités physiques et Genève devient une plaque tournante du sport. En quoi Genève est importante, c'est que le CIO s'est installé à Lausanne en 1915. Donc en fait, le sport international est en gestation dans ce milieu suisse. Et donc Elmer Berry, en gros, pilote pour la YMCA cette coopération avec le CIO. Et on décide, en gros, le projet de Elmer Berry, c'est de créer une fédération internationale de basket qui puisse faire contrepoids aux grandes ligues professionnelles de basketball américaines. Et en gros, l'idée qui germe entre Renato Jones, Elmer Berry et Avery Brundage, qui est le président du comité olympique américain, donc qui est un magnat immobilier, mais qui est protestant et proche de la YMCA, c'est comment faire rentrer le basket aux Jeux Olympiques. Pour ça, il faut qu'il y ait une fédération internationale. Cette fédération internationale, le problème qu'ont Berry et Jones, c'est que le premier pays où on joue au basket en dehors des États-Unis, c'est la France. Mais en France, le basket est déjà devenu un sport catholique. Donc vous avez, alors à l'époque, pour le nombre d'adhérents, vous avez 14 000 pratiquants de basket en France, vous en avez 3 000 en Italie, 2 000 en Suisse. Et c'est quasiment tout, un peu dans les pays baltes, mais ça se compte en quelques centaines de personnes. Donc si on veut créer une fédération internationale, le problème pour les protestants de la YMCA, c'est que les protestants français ne faisant pas le poids à l'intérieur du mouvement basketballistique français, ce sera une fédération internationale qui sera contrôlée par les catholiques français. Donc comment résoudre ce problème? Donc c'est là que Jones va être assez habile. Alors, donc là vous le voyez à Genève en 1931. Donc en fait c'est le moment où en fait il est entre Rome, donc il s'occupe de la YMCA italienne à Rome et les activités de basket à Genève. En gros, ils ont réussi à berner les Français, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à convoquer un congrès mondial en excluant les Français,
qui crée une fédération internationale de basketball en 1932. Les Français l'avaient convoqué pour le mois d'après, mais ils sont arrivés trop tard. Et donc en gros, une fois que quand les Français ont organisé leur propre congrès mondial de fondation d'une fédération internationale, en fait il y avait déjà la fédération internationale de basket fondée par les Suisses, en fait la YMCA un mois plus tôt, et surtout, qu'est-ce que c'est qu'à ce moment-là, le système sportif est en train de se structurer autour du mouvement olympique. Tout de suite, le CIO, avec qui la YMCA a de très bonnes relations, demande au CIO de reconnaître comme fédération légitime pour organiser les championnats du monde de basket, dans le cadre des Jeux Olympiques, cette fédération. Et la question c'est, est-ce que Elmer Berry va devenir le président de la FIBA, cette nouvelle FIBA? Évidemment non. On met un Suisse, qui plus est un catholique suisse, il fallait le trouver, à la tête de la nouvelle Fédération internationale de basket, et le secrétaire général, c'est Renato Jones, puisqu'en fait, la réalité de l'organisation de cette FIBA, c'est Jones. D'ailleurs, le siège de la FIBA, c'est Rome, c'est-à-dire dans son bureau de directeur de la YMCA italienne. Et donc, tout ça explique que on arrive à internationaliser le basketball en dehors des États-Unis. Donc en gros, en créant un basketball amateur contrôlé par la YMCA, du fait qu'elle contrôle la FIBA qui va régir l'extension de ce sport au niveau mondial, et qui, dans le cadre des Jeux Olympiques, en gros, permettra de lutter contre le sport professionnel américain. C'est-à-dire que vous avez l'idée, c'est que la YMCA a réussi à imposer un certain monde sportif américain pour représenter les intérêts des États-Unis dans cette compétition qui devient, après 1945, le lieu d'une guerre froide culturelle entre les deux grands. C'est l'idée que le sport amateur américain, organisé autour des championnats universitaires, encadré en grande partie au niveau de la pratique de base par la YMCA, est assez excellent pour être capable de lutter contre l'URSS dans le cadre des Jeux Olympiques, même si on sait que les athlètes soviétiques sont de fait des amateurs d'État et sont quasiment des professionnels. Donc en fait, il y a eu une première américanisation des Jeux autour de ce monde du sport américain qui coexiste avec le sport professionnel. Alors, tout ça va déboucher sur la grande finale de basket, toujours pour ce qui concerne le basket, qui est la finale de 1972 entre l'URSS et les États-Unis, où vous savez peut-être que l'URSS, pour la première fois, a battu d'un point les États-Unis. Alors, est-ce que le basket est un sport important de l'Union soviétique? Oui, comme tous les sports du programme olympique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'URSS a décidé de rentrer dans le mouvement olympique, c'est pour battre l'Ouest en général et après 1945 les États-Unis. Et donc, dès qu'il y a un sport, on prend la liste des sports olympiques et on développe la masse des pratiquants pour faire émerger une élite. Alors, et ça a des incidences sur le basketball. Donc l'URSS rentre en 1952 aux Jeux Olympiques d'Helsinki. Donc vous avez tout de suite une finale États-Unis-URSS où c'est l'invention de la limite de temps pour tirer au panier. Parce qu'il n'y avait pas de limite avant 1952. En gros, c'était évident qu'on essayait de marquer. Mais là, l'URSS sait qu'elle va perdre. L'important, c'est de ne pas être humilié par les Américains. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est la passe. Elle va se passer la passe pour confisquer la balle et empêcher les Américains de marquer. Et donc, par exemple, elle arrive à tenir la balle 12 minutes d'affilée. Donc là, après, la FIBA dit, non, il y aura une limite. Alors, à l'époque, c'est 30 secondes. Vous avez 30 secondes pour tirer, parce que sinon, c'est pas du jeu. C'est aussi le début de la course au grand qui commence, c'est-à-dire que les Soviétiques, évidemment, contre les Américains, il va falloir jouer en défense. Quel est le meilleur moyen de défendre? Mettre des géants pour bloquer la balle devant les paniers. Et donc là, vous avez toute une tradition, en fait, une course à la hauteur dans le monde du basket international. Donc, un des plus connus chez les hommes, c'est Jan Kruminch, qui était un bûcheron letton, et l'entraîneur soviétique faisait une balade en vélo dans la forêt autour de Riga. Il voit ce bûcheron qui faisait 2,20 m et il lui dit tu joues au basket? Non.
tu vas jouer au basket. Et donc, il y a le trait caractéristique des équipes soviétiques, c'est qu'il y avait toujours des pivots qui étaient d'autant plus grands qu'ils étaient mauvais techniquement. C'était strictement proportionnel. Et donc là, par exemple, chez les femmes, vous aviez Uliana Semyonova du Riga. Donc là, c'est les finales contre les deux, ce qu'on appelait les demoiselles de Clermont, donc le Clermont Université Club, qui va 6 fois en finale de la Coupe d'Europe au début des années 70, qui perd à chaque fois contre Riga, et notamment Eliana. Et quand on interroge les joueuses de Clermont, en leur disant, mais elle était forte ou pas là? Non, mais elle était, voilà. C'était impossible de marquer contre elle. Alors tout ça fait que, où est-ce que je veux en venir en fait? C'est que l'équipe américaine, pourquoi est-ce que l'équipe américaine en 72 a perdu? Parce qu'elle a envoyé une mauvaise équipe. Alors pourquoi est-ce qu'elle a envoyé une mauvaise équipe? Pour des contextes, des raisons à la fois industrielles et commerciales. Alors industrielle, c'est que vous avez une nouvelle ligue professionnelle qui concurrence la NBA, donc la National Basketball Association. Donc l'ABA, c'est l'American Basketball Association, donc qui en gros va être en concurrence avec la NBA, donc essaye de prendre les meilleurs joueurs. Et il y avait une convention, enfin la NBA, les années olympiques, organiser la draft, c'est-à-dire la sélection des meilleurs joueurs universitaires qui passent professionnels dans les championnats professionnels, après les Jeux Olympiques. Donc, par exemple, les Jeux de Munich en 72 ont lieu en septembre. Donc la draft, normalement, a lieu au mois de juin, à la fin de la saison régulière. Mais là, on accepte de la faire en octobre pour que les meilleurs Américains puissent participer aux Jeux Olympiques. Mais là, comme vous avez une nouvelle ligue qui essaye de piquer les meilleurs joueurs à la NBA, elle organise sa draft au mois de juin. Et donc, il y a déjà toute une partie des joueurs universitaires qui choisissent de passer professionnels immédiatement. Deuxième chose, on exclut beaucoup de joueurs noirs qui sont militants, enfin, ce sont généralement des étudiants. Le mouvement de 68 aux États-Unis s'est répandu d'abord sur les campus universitaires. Et donc, tous les militants des droits civiques noirs sont exclus parce qu'on ne veut pas en 72, il y a le traumatisme de Tommy Smith et John Carlos de 1968. Donc on veut des athlètes américains dont on soit sûr qu'ils ne contesteront pas le gouvernement américain une fois sur le podium à Munich. Troisième chose, il y a parmi les meilleurs joueurs, notamment en Californie, qui boycottent, qui disent, par antimilitarisme, dans le contexte de la guerre du Vietnam, qui refusent de défendre les couleurs des États-Unis. Donc tout ça fait, vous n'avez pas une très bonne équipe américaine, qui aurait pu être bien meilleure, et face à eux, vous avez une grande équipe d'Union soviétique. Voilà, c'est-à-dire que tous les efforts entrepris depuis 30 ans commencent à porter leurs fruits. C'est une équipe qui est à la fois, il y a la force physique des Russes, donc leur taille, mais il y a les Géorgiens qui sont très habiles techniquement, il y a la vitesse des Baltes, alors ça fait une équipe très complète. Et donc cette équipe bat les États-Unis, alors dans un contexte qui est très particulier, puisque vous avez les 3 dernières secondes qui sont données à rejouer 3 fois, et c'est seulement à l'issue de la 3e fois que l'URSS bat d'1 point les États-Unis. Alors, ce serait trop long d'expliquer, mais alors je vous montre juste, en fait, il y a un personnage qui nous intéresse là-dedans. Donc, de toute façon, on vous mettra le PowerPoint, donc vous pourrez voir... alors, est-ce que ça marche? Non. Ah si, ça va. Alors, est-ce qu'il y a le son? Alors, pas forcément... de toute façon, c'est pas forcément important, c'est pas le son qu'on veut. Donc là, en gros, c'est la dernière minute du temps réglementaire. Donc vous allez avoir... Bon, en gros, c'est plutôt un pataquès qui s'est passé entre... En fait, j'aimerais vous montrer une image précise. Bon, ça a l'air de bloquer. Enfin bref, vous verrez sur l'image, à un moment donné, c'est que, en fait, personne ne se comprend. C'est sur un temps mort qui doit être donné. Les Russes parlent russe, la table de marque parle allemand, les Américains parlent anglais, il y a un juge brésilien qui ne parle que portugais et un juge bulgare qui ne parle que bulgare. Et donc, à un moment donné, en gros, la question c'est qu'on joue trop vite le premier engagement, alors que l'Union soviétique a demandé un temps mort, mais c'est pas fait entendre, réclame un temps mort, etc. Et donc, à un moment donné, en fait, vous verrez, vous avez Renato Jones, que vous connaissez, que vous avez plusieurs fois, qui est toujours secrétaire général de la FIBA, qui est derrière la table de bar, qui est polyglotte,
qui lui comprend très bien ce qui se passe, et qui descend sur le terrain et ordonne à la table de marque de redonner 3 secondes, on le voit faire le geste des 3 secondes pour l'URSS. L'arbitre bulgare a mal compris, donc il relance trop tôt, il n'y avait qu'1 seconde qui avait été mise au chronomètre. Bref, mais son intervention est décisive, c'est-à-dire que si le jeu avait suivi, enfin, en gros, ce que la table de marque et les arbitres, bah voilà, l'URSS gagne, enfin, les États-Unis gagnaient. Mais lui a tenu à faire respecter, alors ce que lui a dit ensuite, l'esprit du jeu, en fait, c'est battre les Américains. En fait, c'est-à-dire que tout le projet sportif de la YMCA, qui est d'assurer le triomphe du sport amateur, bah, passait par la FIBA, c'est-à-dire par l'extérieur des États-Unis, puisqu'aux États-Unis, tout était perdu du fait de la professionnalisation à outrance du sport, et notamment de sa création qui avait été le basketball. Et alors, vous avez une campagne de presse énorme aux États-Unis contre Renato Jones, où on le traite de bolchevique, bon, ça c'est normal, mais il n'est pas du tout bolchevique, d'alcoolique, de sénile, d'autocrate, etc. En fait, Renato Jones n'est évidemment rien de tout ça, il poursuit, enfin, c'est un membre de la YMCA, donc il poursuit ce projet-là. Et alors, ce qui sera intéressant, c'est que cette défaite des États-Unis provoque un basculement du pouvoir politique américain. C'est-à-dire que ce monde sportif olympique, auto-organisé autour des équipes américaines qui sont issues des universités américaines, de toute évidence, n'est plus capable d'assurer la concurrence avec l'URSS. Et donc on va changer. C'est-à-dire qu'on va passer, puisque c'est comme ça, on va passer au sport professionnel pour défendre les intérêts des Américains aux Jeux Olympiques. Mais évidemment, ça ne se fait pas tout de suite. Alors, il y a des... alors j'avais un peu travaillé, j'en parle dans le livre, vous avez Nixon, qui en fait, a regardé le match en direct, et bien on a vu les Américains ont fait ça de bon, c'est que tout est public, donc ça a été déclassifié, les enregistrements internes de la Maison Blanche, etc. Et on le voit dire, la décence m'interdit de dire comment Nixon réagit aux 3 dernières secondes, et Kissinger, qui a assisté au match à Munich, par le lendemain rencontrer Brejnev à Moscou, et commence en arrivant en disant à Brejnev, c'est la première et la dernière fois que vous nous battez en basket aux Jeux Olympiques. En fait, vous avez un processus d'étatisation du comité olympique américain qui sera opérant à la fin des années 70, ce qui permettra à Jimmy Carter d'organiser le boycottage des Jeux de Moscou, alors que le comité olympique américain, qui était dominé par la YMCA, refuse de boycotter. Puisque, comme on était allé à Berlin en 1936, il ne faut pas avoir peur d'aller à Moscou. Puisque par le sport, on va faire changer les choses. On voit sur le long terme. Et surtout, vous avez en gros une prise de contrôle du CIO par ce système sportif industriel américain, c'est-à-dire les grands contrats avec les chaînes de télévision ABC, NBC. En 1981, le congrès de Baden-Baden qui autorise les fédérations internationales à progressivement passer, quand elles le veulent, au professionnalisme. Alors pourquoi ça m'arrange à accepter ce basculement dans l'orbite professionnelle américaine? C'est qu'il est très inquiet d'un projet qui est porté officiellement par la Yougoslavie au sein de l'UNESCO, qui est de retirer l'organisation des Jeux Olympiques au CIO et de la confier à l'UNESCO, pour lutter contre des tendances à la commercialisation qui sont effectivement en train d'advenir. Alors là, c'est un dossier qui, à mon avis, mériterait d'être approfondi, c'est-à-dire que d'où est-ce que ça sort, ces projets de l'UNESCO, etc. Il y a un conseil du sport et de l'éducation physique à l'UNESCO qui est là pour défendre la diffusion du sport et des valeurs de l'amateurisme dans le sport, qui existe depuis 1956, mais qui a été suractif à partir de 1960. Par qui est-ce qu'il est dirigé? Enfin, qui est son secrétaire général? Renato Jones. C'est-à-dire que la YMCA, comme toujours, comme elle l'a fait avec le mouvement olympique, s'adapte aux organismes, à l'organisation du monde, et essaye de pénétrer les grandes institutions internationales, notamment l'UNESCO en l'occurrence, et crée un domaine d'intervention sportive de l'UNESCO pour essayer de faire passer
ce qui pour elle est le plus important, là en l'occurrence l'amateurisme dans le sport. Et donc c'est un peu le chant du cygne de Renato Jones, en fait, hein, cette tentative de reprise en main du CIO, enfin des Jeux Olympiques à la fin des années 70, un combat qui est perdu d'avant, enfin, où il ne fait pas le poids, mais parce que la société américaine change, hein, pour des exigences politiques, les nécessités de la guerre froide. Et donc le passage au professionnalisme est décidé en Allemagne à Baden-Baden, et un mois plus tard, à Munich, meurt Renato Jones. Donc quelque part, ce basket, y compris le basket international, qui était resté protestant, au sens où il est de facto contrôlé par la YMCA, bah, l'est de moins en moins au début des années 80. Donc là, vous voyez la cérémonie de remise des médailles du tournoi, où les États-Unis ont refusé de recevoir leur médaille d'argent. Et 1992, ben voilà, c'est pour le monde sportif américain, c'est la revanche de Munich 20 ans plus tôt, et c'est le basculement du basket dans autre chose, où le basket, sport amateur religieux protestant américain, est définitivement passe au second plan face à la puissance des ligues professionnelles américaines. Donc oui, le basket est un sport protestant. Est-ce qu'il l'est encore? Bah, de moins en moins. Mais ça, à la limite, il n'est pas responsable. Hein. C'est les sociétés occidentales qui évoluent dans un sens différent de ce que souhaitaient les dirigeants de la les spécialistes sportifs de la YMCA, de ce que pour eux devait devenir la société et surtout le sport dans la société. Voilà, j'ai été trop long, désolé, mais je me tiens à votre disposition pour si vous avez des questions.